Bon, super. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de venir vous parler de mes champs d'intérêt, particulièrement la radiochirurgie par gamma knife. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous expliquer un peu le concept de la radiochirurgie par gamma knife, puis que vous puissiez ensuite reconnaître les tumeurs principales qui peuvent être traitées par cette modalité-là, puis aussi un peu comprendre là, les résultats anticipés pour les indications dont je vais vous parler. Donc, premièrement, la stéréotaxie, c'est un concept qui, en fait, c'est la localisation de lésions par les images. C'est un dérivé de mots grecs et latins, le stéréo qui représente un espace tridimensionnel, et puis tactique qui est le fait de toucher, donc toucher localisé dans l'espace. Nous, en neurochirurgie, on s'en sert avec les techniques chirurgicales qui sont guidées par l'imagerie. On peut s'en servir avec un cadre stéréotaxique, qui est ce que vous voyez au niveau de l'image, qui est un cadre métallique qui est fixé à la tête du patient sous anesthésie locale et puis qui nous sert ensuite de guidage. C'est grâce à ça qu'on est capable de localiser et puis de cibler des lésions dans le cerveau. On s'en sert évidemment en radiochirurgie. On peut s'en servir aussi pour faire des biopsies de lésions cérébrales et on peut s'en servir aussi pour traiter des désordres de mouvement, des pathologies fonctionnelles en insérant des électrodes dans le cerveau. Donc, les principes de la radiochirurgie stéréotaxique, c'est que dans le fond, c'est l'irradiation très précise en dose unique d'une cible dans le cerveau avec un gradient de dispersion rapide de la dose. Donc, on a une dose très forte qui est au niveau de la cible et puis rapidement, dans les tissus sains aux alentours, la dose diminue très, très rapidement, ce qui permet de protéger le cerveau et les tissus adjacents. C'est une modalité qu'on peut utiliser pour des lésions de petit ou moyen calibre. On parle toujours d'un diamètre maximal d'environ 3 cm pour être considéré éligible à la radiochirurgie. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on ne traite pas des lésions en 2 dimensions. On traite des lésions en 3 dimensions. Donc, c'est vraiment le volume qui est important à considérer. On ne traite pas juste des sphères non plus, donc il peut y avoir des lésions dont un des diamètres dépasse le 3 cm qui sont toujours éligibles à la radiochirurgie. Donc, le volume maximal, c'est aux alentours de 15 cm3. Puis la raison pourquoi il y a un volume maximal, c'est que plus on augmente le volume irradié, mais plus la dose va s'étendre dans les tissus adjacents. Et puis, là, on risque d'entraîner des effets secondaires pour des trop gros volumes. Et pour mitiger ça, on va être obligé de diminuer la dose, ce qui va compromettre l'efficacité. Donc, c'est pour ça qu'il y a une limite de taille. Puis, c'est assez simple à comprendre quand on a une lésion sphérique. Comme vous voyez à l'image de droite, c'est des métastases cérébrales, donc c'est relativement sphérique. On sait qu'on peut aller jusqu'à 3 cm, puis on va être correct. Mais par exemple, si vous voyez la lésion qui est plus en bas à gauche, qui est un méningiome, vous voyez que ce n'est pas une sphère, c'est une lésion qui est aplatie, qui a un diamètre ici, qui fait peut-être un peu plus qu'à peu près 3,5 cm, mais c'est quand même une lésion qui est traitable en radiochirurgie. Donc, pour avoir une idée de correctement estimer le volume, ce qu'on peut faire, c'est on peut multiplier les 3 dimensions maximales, donc en antéro-postérieur, en latéral et en vertical, puis diviser par 2, puis ça nous donne une estimation du volume. Donc, vous voyez que théoriquement, on peut traiter une lésion 3,5 par 3 par 2,7 cm, puis toujours être en dedans de notre 15 cm3 de volume maximal. Comment la radiochirurgie se compare à la radiothérapie fractionnée? Bien, la radiothérapie fractionnée, en fait, c'est une modalité où on répète de petites doses plusieurs fois, plusieurs journées de suite. Et les tissus sains vont recevoir aussi la dose. Et puis, ça fonctionne parce que les tissus sains ont une sensibilité à la radiation différente des cellules anormales. Et les tissus sains, entre les doses, vont être capables de réparer les dommages qui ont été faits à leur ADN. Et les tumeurs ne sont pas capables de faire la même chose.
Donc, quand les cellules sont en train de se diviser activement, les cellules sont plus sensibles à la radiothérapie fractionnée. Ça peut être ce qu'on appelle un effet apoptotique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait un dommage à la cellule, à l'ADN de la cellule, la prochaine fois que la cellule va essayer de se diviser, elle va reconnaître qu'il y a un dommage, puis il va y avoir une programmation de mort cellulaire. La radiochirurgie stéréotaxique, c'est une seule dose, comme j'ai mentionné. La dose est généralement beaucoup plus grande. Et puis, il y a un effet nécrotique direct sur la cellule anormale. Et puis, dans cette modalité-là, on ne veut pas irradier le tissu sain. On veut seulement irradier la tumeur. Et puis, c'est plus efficace pour des tumeurs qui sont bénignes. Par exemple, on en parlait tantôt, des méningiomes, parce que ces tumeurs-là ne sont pas en train de se diviser activement, ça pousse tellement lentement. Et puis, comme on n'irradie pas les tissus sains, mais en fait, c'est limité à des tumeurs qui sont bien délimitées et non pas des tumeurs infiltratives, où là, volontairement, on va vouloir faire plus un traitement de radiothérapie parce qu'il peut y avoir des cellules anormales au travers des tissus sains. Donc, il y a plusieurs appareils de radiochirurgie. Nous, à Sherbrooke, on a la chance d'avoir le Gamma Knife, ce qui est considéré comme le standard en radiochirurgie intracrânienne. C'est l'image que vous voyez en haut à droite. Le Gamma Knife envoie sa radiation à l'aide de multiples sources de cobalt. Et il y a même une possibilité de faire des traitements hypofractionnés avec un masque, là, avec la dernière version. Il y a d'autres appareils qui sont disponibles dans les centres comme à Montréal, dans les 12 hôpitaux universitaires. Le CyberKnife est le plus connu. C'est un appareil de radiothérapie qui est monté sur un bras robotique et puis qui fait des traitements similaires et qui, contrairement au Gamma Knife, peut faire des traitements aussi à l'extérieur de la tête. La dosimétrie est un peu moins précise pour l'intracrânien, mais plus versatile comme appareil. Donc, le Gamma Knife, en fait, c'est pas nouveau. Hein? Les gens n'en ont pas entendu parler nécessairement depuis longtemps, mais c'est un neurochirurgien suédois, Dr. Lars Wexell, qui a imaginé le concept de radiochirurgie stéréotaxique. Avant ça, ça n'existait pas. Et puis, il a travaillé avec un physicien en Suède pour construire le premier prototype de Gamma Knife qui a été mis en service en 1967. Ensuite, le premier Gamma Knife aux États-Unis est arrivé en 1987, 20 ans plus tard, à l'Université de Pittsburgh. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mon entraînement pour apprendre cette technique-là. Et puis au Canada, c'était à Pittsburgh, c'était le 5e dans le monde à ce moment-là. Puis au Canada, c'est arrivé un peu plus tardivement, étant donné qu'on est financé, c'est le système de santé public. Souvent, on attend d'avoir plus d'évidence avant d'amener de nouvelles technologies. Donc, Winnipeg, on a eu le premier en 2003, on a eu le second en 2004. Toronto en 2005, il y a maintenant 3 hôpitaux à Toronto qui en ont. Et puis, plus récemment, Edmonton, en 2017, ont ajouté un Gamma Knife. Donc, c'est la distribution géographique canadienne pour avoir un traitement de radiochirurgie. Donc, vous voyez un peu l'évolution du Gamma Knife au fil des années. En haut à gauche, c'est le Gamma Knife modèle U, qui était le premier qu'ils ont eu à Pittsburgh quand ils ont commencé. Quand je suis allé faire mon entraînement en 2005, ils l'avaient toujours, mais ils ne servaient plus à traiter des patients, mais ils s'en servaient pour de la recherche animale. En haut à droite, c'est le modèle C, qui était le premier. C'est une photo de notre Gamma Knife à Sherbrooke lorsqu'on l'a mis en service en 2004. Et en bas à gauche, le modèle Perfection, qui est le modèle que nous avons actuellement. Et puis, vous avez en bas à droite le plus récent modèle, le Icon, qui a ajouté un Cone-Beam CT sur le côté et puis qui permet de faire des traitements avec masque et des traitements avec un cadre stéréotaxique qui peuvent être hypofractionnés. Donc, quelles sont les indications de traitement pour le Gamma Knife? Je vous ai mis en gras, en fait, celles que je vais discuter dans la présentation. Pour les tumeurs malignes, principalement des métastases cérébrales, on traite plutôt rarement des tumeurs gliales parce que, comme j'ai mentionné précédemment, le Gamma Knife, c'est pour des tumeurs qui sont bien délimitées. Puis les tumeurs gliales ont tendance à être infiltratives, donc c'est moins approprié. Puis c'est pour ça que les gens en première ligne ont plus de la radiothérapie conventionnelle et de la chimiothérapie.
Ça peut arriver à l'occasion qu'on va traiter des gens qui ont des gliomes, glioblastomes, oligodendrogliomes, dans des situations où on est dans un contexte de récidive et que la récidive est très, très focalisée, de petit calibre. Mais je vous dirais que c'est l'exception en général. Donc, je n'en parlerai pas plus que ça dans la présentation ici parce que, comme je l'ai mentionné, on en traite à peu près jamais. Pour les tumeurs bénignes, ce qu'on traite le plus fréquemment, ce sont des méningiomes, également des schwannomes. Les schwannomes vestibulaires étant les plus fréquents. On peut traiter des tumeurs hypophysaires. Et puis, je vous ai mis aussi les autres indications qu'on traite au gamma-knife, qui sont des pathologies qui ne sont pas des tumeurs, mais qu'on peut également traiter avec cette technologie-là. Les pathologies fonctionnelles, c'est plus rare, mais on peut s'en servir pour faire des lésions bien délimitées dans le cerveau pour essayer de régler des circuits anormaux du cerveau là, qui sont hyperactifs dans ces pathologies-là. D'ailleurs, quand le Dr. Lexel a inventé le gamma-knife, son intention originale, c'était pour traiter des pathologies fonctionnelles parce qu'il voulait traiter des patients en évitant d'avoir à insérer des électrodes dans le cerveau ou faire des lésions physiques en salle d'opération. C'était le but original du gamma-knife. Donc, la technique, les étapes du traitement, et je vais vous montrer avec des images. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on a un patient qui vient au gamma-knife, c'est qu'on installe le cadre stéréotaxique sous anesthésie locale. On donne une légère sédation, mais le patient n'est pas endormi. Ça prend 5 minutes d'installer le cadre. C'est la partie qui est un peu inconfortable, désagréable de la procédure. Ensuite, on va envoyer le patient passer une imagerie stéréotaxique. En général, ce qu'on fait, c'est une IRM. Donc, on va faire une résonance magnétique, une séquence avec injection de contraste, et puis on peut la supplémenter avec d'autres séquences de résonance magnétique au besoin selon la pathologie traitée. Puis on peut aussi faire un scan de tête en supplément ou pour les patients qui ne peuvent pas passer de résonance magnétique, par exemple, certains patients avec des pacemakers ou des implants métalliques. Ensuite, on va faire la planification dosimétrique, et puis là, c'est un concept d'équipe où le neurochirurgien, le radio-oncologue, un physicien médical se concertent pour faire le plan de traitement. Et la dernière étape, c'est le patient qui va aller dans l'appareil pour l'irradiation elle-même. Donc, c'est notre physicien médical qui s'était prêté au jeu. Ce n'est pas un patient. Donc, c'est des images qui sont distribuées sur notre site web aussi. Là. Donc, l'installation du cadre se fait. Ensuite, on va déposer sur le cadre une boîte qu'on appelle une boîte fiduciaire qui donne des points de repère. Vous voyez là, sur l'image du bas, il y a des petits points blancs de chaque côté de l'image de résonance magnétique. C'est ce qu'on appelle des marqueurs fiduciaires. C'est ce qui nous permet d'obtenir les coordonnées X, Y, Z de n'importe quel point à l'intérieur du crâne du patient et à partir de ça, on peut le cibler adéquatement. Et puis finalement, dernière étape, le patient va dans le gamma-knife lui-même pour le traitement. Le traitement lui-même peut durer 10 minutes si on traite une toute petite lésion, ou ça peut aller des fois jusqu'à 2 à 3 heures si on a plusieurs lésions à traiter ou des lésions complexes à traiter. Vous voyez comment ça fonctionne dans le gamma-knife. Il y a les 192 sources de cobalt qui sont disposées de façon sphérique et qui sont tous orientés vers le même point. Donc, les rayons sont toujours envoyés à la même place dans le gamma-knife. C'est le patient qui est attaché à la civière et la civière va se déplacer pour amener la zone anormale à traiter au point de focus des rayons. Et le patient va passer un certain temps au point de focus pour recevoir la dose de radiation appropriée. Si c'est des lésions complexes, on peut avoir à combiner plusieurs points de focus focal pour irradier l'ensemble de la lésion. À ce moment-là, la table va se déplacer et puis va passer un certain temps à chacune des positions appropriées. Donc, à Sherbrooke, on a commencé les activités en gamma-knife au mois d'août 2004 avec le modèle 4C. J'étais encore résident à ce moment-là, j'étais résident finissant. Je suis allé de 2005 à 2006 à Pittsburgh pour apprendre cette technique-là et prendre en charge le gamma-knife par la suite. On a rehaussé notre gamma-knife en janvier 2011 pour le modèle Perfection et puis on est en évaluation pour acquérir le dernier modèle Icon
actuellement. Évidemment, avec la pandémie, les investissements ont été bloqués et ça retarde un petit peu. Là, ça fait déjà un certain temps qu'on y pense. On a vraiment augmenté graduellement le nombre de traitements annuellement. Vous voyez, en 2005, la première année complète, on avait fait 216 traitements. En 2020, on a fait 413 traitements. Et puis, juste en 2021, cette année, en date d'aujourd'hui, on est déjà à 400 traitements effectués. Donc, on va même dépasser amplement ce nombre-là. On traite 4 jours par semaine, 2 à 3 patients par jour en général. Et à peu près la moitié viennent de notre région, de notre RUIS, là, qui est un concept qui est moins utilisé maintenant, là, mais qui est le réseau universitaire intégré de santé. Donc, la moitié viennent de notre bassin de population de DECERT et la moitié viennent de l'extérieur de la région de l'Estrie, même d'autres provinces canadiennes. On reçoit de la référence des provinces maritimes également, puisqu'il n'y a pas de Gamma Knife à l'est de Sherbrooke. Donc, ça, c'était pour les généralités. Maintenant, je vais parler des principales pathologies. Donc, les métastases, je vais passer plus de temps parce que c'est ce qu'on traite le plus. Les métastases, ce sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Vous savez, une métastase, c'est une tumeur qui vient d'un cancer à l'extérieur du cerveau et puis qui voyage généralement par la circulation et puis qui va aller au cerveau. Donc, c'est 10 fois plus fréquent que les tumeurs primaires. On sait que 20 à 40 des gens qui ont un diagnostic de cancer sont à risque de développer des métastases cérébrales. Le site primaire le plus fréquent ici au Canada, parce que ça change selon la région du monde où on est, mais au Canada, c'est le cancer du poumon qui est le plus fréquent. Ensuite, le cancer du sein, le mélanome qui est un cancer de la peau, le cancer du rein et le cancer gastro-intestinal. Et évidemment, quand un patient qui a un cancer développe des métastases cérébrales, c'est son intégrité, ses fonctions neurologiques qui peuvent être affectées. Donc, ça a un impact majeur sur la qualité de vie de nos patients. Il y a plusieurs options de traitement de nos jours pour les métastases cérébrales. En neurochirurgie, nous, on va être impliqués, évidemment, on peut faire des chirurgies pour enlever la métastase, on peut faire de la radiochirurgie stéréotaxique. Les options incluent aussi la radiothérapie de l'encéphale total, il y a des thérapies ciblées, l'immunothérapie, et puis une combinaison de modalités. Puis on va choisir le meilleur traitement pour le patient, mais en fonction de plusieurs facteurs, son état fonctionnel, son âge, ses autres maladies, de quoi a l'air son cancer à l'extérieur de la tête, le type de cancer et puis quelle est l'espérance de vie anticipée. Puis maintenant, les décisions sont toujours prises par un comité multidisciplinaire des cancers qui inclut des neurochirurgiens, radio-oncologues et oncologues médicaux en général. La plupart des traitements, malheureusement, pour les métastases cérébrales demeurent à visée palliative. On considère généralement un cancer métastatique comme ne pouvant pas être guéri. Il y a des exceptions à ça, évidemment. Mais donc, quand je dis à visée palliative, ça ne veut pas dire qu'on est en soins terminaux. Ça veut dire que notre objectif, principalement, c'est la qualité de vie des patients, la fonction, préserver la fonction. On veut minimiser la prise de corticostéroïdes qui ont un impact majeur négatif sur les patients. Et on veut aussi les renvoyer rapidement à leur oncologue pour qu'ils puissent continuer la chimiothérapie. On se rend compte que lorsqu'on a un patient qui a un cancer, on n'est pas très bon comme médecin pour prédire sa survie. Donc, vous voyez ici, ça c'est une étude qui avait été publiée en 2014 où la survie, les gens ont comparé on fait un sondage, puis on comparait ce que les médecins prédisaient avec la survie réelle des patients. Et puis, on se rend compte que souvent, on a tendance à être plus pessimiste que la réalité. Là, vous voyez, la survie prédite, la courbe était très basse, et puis la survie actuarielle, qui est la survie réelle, là, finalement, les gens pouvaient survivre beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu. Donc, puis ça, c'est une autre étude là, qui date quand même d'un certain temps, là, en 2005, mais vous voyez qu'il y avait des patients traités au Gamma Knife avec des métastases. Il y en avait 6,5 % à ce moment-là qui avaient survécu plus que 4 ans. C'est mieux que ça maintenant, si on refaisait l'étude, évidemment, avec les nouvelles thérapies. Mais ce qui est important de noter, c'est que même chez les patients qui survivaient plus de 4 ans, il y avait quand même 41 % qui avaient des métastases à plus de 2 sites
en dehors du cerveau, donc qui était considéré comme ayant un cancer étendu généralisé. Puis malgré tout ça, 41% des patients qui avaient survécu plus que 4 ans. Donc, même si l'état du cancer a l'air très grave, on ne peut pas condamner le patient avant. Puis, ça vaut la peine d'être agressif avec eux. Surtout maintenant, de nos jours, avec la révolution oncologique récemment, les nouvelles thérapies comme l'immunothérapie, les thérapies ciblées ont vraiment transformé le devenir des patients qui ont des cancers. Principalement le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules, puis le cancer du rein. Donc, il y a des patients maintenant qui vivent avec un cancer plusieurs années, qui ont une chronicisation de la maladie. Donc, ça vaut la peine de traiter leur métastase. Puis, parallèlement à tout ça, bien, les patients ont quand même un risque accru de développer des métastases dans leur évolution parce que le cerveau demeure un site sanctuaire. Puis, ces thérapies-là, bien qu'ils aient une certaine pénétration, donc, ce n'est pas parfait. Puis, un patient peut avoir un contrôle de son cancer partout ailleurs dans son corps, puis avoir des métastases qui se développent dans le cerveau. Donc, la radiochirurgie, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus maintenant pour les métastases. C'est une procédure qui est minimalement invasive. Il n'y a pas d'hospitalisation, pas d'anesthésie générale. La récupération est rapide. On n'a pas besoin d'interrompre les traitements cliniques. Donc, ça vaut la peine de... C'est vraiment, pour ces patients-là, l'option de choix. Maintenant, comme je vous ai mentionné, l'indication de radiochirurgie la plus fréquente, c'est les métastases. Pour quelle raison? Bien, en fait, on s'éloigne de la radiothérapie de l'encéphale, qui était le traitement traditionnel de ces patients-là, parce qu'on sait que maintenant, les gens qui ont de la radiothérapie sont à risque de développer à long terme des séquelles au niveau de la mémoire. Et puis, comme les patients survivent de plus en plus longtemps, bien, on veut évidemment leur éviter ça. Donc, les indications, on s'en sert en première ligne pour la plupart des histologies, évidemment, dépendamment du nombre de tumeurs. On peut s'en servir après une opération pour irradier la cavité. Puis on peut s'en servir aussi s'il y a une récidive après d'autres traitements. Les situations où on n'utilisera pas la radiochirurgie, bien, c'est si on a une tumeur qui est volumineuse, qui a un important effet de masse sur le cerveau et qui a des symptômes qui ne répondent pas aux corticostéroïdes, au décadron. Donc là, on va vouloir considérer plus une chirurgie pour enlever la masse qui est symptomatique. Puis, s'il y a ce qu'on appelle une dissémination leptoméningée, c'est-à-dire si le cancer est répandu dans le liquide céphalorachidien et est diffus, là, on ne peut pas utiliser la radiochirurgie en général. Pour des métastases, on donne des doses plus élevées, comme c'est des tumeurs malignes. On donne habituellement 16 à 20 gray sur les gray, c'est les unités de radiation. Là. Donc, sur la tumeur, puis en fonction du volume et de la localisation. Si on est dans des zones plus sensibles, on va baisser un petit peu la dose. Si on a des tumeurs plus grosses, on baisse un petit peu la dose aussi. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Les résultats, on peut en général obtenir un contrôle de la métastase dans 80-95% des cas avec des risques en bas de 5% d'avoir des effets secondaires qui sont principalement dus à des réactions inflammatoires qui peuvent se développer de façon transitoire dans les tissus adjacents. Vous avez un exemple ici, une patiente qui a une métastase cérébrale unique. Ça, c'est un plan de radiochirurgie, un plan de Gamma Knife qui a été traité pour cette métastase-là. Et puis, vous voyez, 3 mois plus tard, la métastase a beaucoup régressé. L'édème, qui est la zone plus sombre autour de la métastase, a également diminué, ce qui fait qu'il y a moins de pression sur le cerveau, puis la patiente évolue bien sans symptômes. Quand on regarde la radiochirurgie puis on compare avec les autres modalités de traitement, c'est un des endroits où on a beaucoup d'études randomisées, c'est dans ce domaine-là. Puis toutes les études randomisées sont venues aux mêmes conclusions que la radiochirurgie est l'option de choix comparée à la radiothérapie de l'encéphale totale. Ça donne une survie puis un contrôle de la métastase qui est équivalent à la radiothérapie. La seule différence, c'est que si on fait un traitement de radiochirurgie, comme c'est un traitement qui est ciblé, qui est focal, eh bien, on a plus de risques de développer de nouvelles métastases parce que ça peut arriver qu'il y ait des cellules microscopiques qu'on ne voit pas sur l'imagerie lorsqu'on planifie le traitement et puis qui vont donner lieu à des métastases, mais à ce moment-là, on peut retraiter le patient. La radiochirurgie, c'est associé à une meilleure qualité de vie, une meilleure préservation des fonctions cognitives.
Puis, en général, on considère que la radiothérapie de l'encéphale, sauf exception, ne devrait plus être utilisée comme prise en charge initiale des patients avec des métastases. On se demande de plus en plus c'est quoi le nombre maximal de métastases qu'on peut traiter en une seule session. Ça, c'est une étude japonaise. Les Japonais ont été très agressifs avec la radiochirurgie. On se rend compte que, oui, si vous avez une seule tumeur, c'est mieux. Vous voyez la courbe de survie qui est supérieure pour une seule tumeur. Mais si vous avez 2 à 4 ou 5 à 10 tumeurs, les courbes de survie s'entrecroisent et il n'y a pas de différence. Donc, ce qui est important, c'est le volume total de tumeurs, bien plus que le nombre absolu. Si vous avez 10 petites métastases, vous risquez de mieux évoluer que si vous en avez 3 grosses, par exemple. Vous avez un exemple ici, un cancer pulmonaire qui est dû à une mutation chez un non-fumeur qui avait 10 métastases cérébrales et on a fait le traitement, vous voyez, individuellement. Là, chaque métastase est ciblée et 2 ans après la radiochirurgie, sa maladie au niveau du cerveau était toujours contrôlée. C'est un patient qui bénéficiait de thérapie ciblée. Donc, même chose lorsqu'on compare la radiochirurgie avec la chirurgie. Il n'y a pas de différence. Évidemment, la chirurgie va être supérieure si on a une très grosse lésion, mais pour des lésions de moins de 3 cm en général, il n'y a pas de différence en termes de survie et de contrôle local entre la chirurgie et la radiochirurgie. Il y a plusieurs études qui ont démontré ça. Et donc, maintenant, on va opérer vraiment seulement les gens qui ont des grosses lésions de plus de 3 cm de diamètre maximal. On peut opérer généralement des gens qui ont une seule lésion, mais si un patient a plusieurs tumeurs, qui en a une très, très grosse qui est symptomatique, on peut opérer la grosse et puis traiter les autres avec la radiochirurgie. Puis on va aussi avoir besoin de faire une chirurgie chez des patients avec des plus petites lésions si, par exemple, on n'a pas d'histologie, on n'a pas de cancer primaire qui est connu pour obtenir une pathologie. Généralement, une chirurgie, c'est quand même une procédure qui est à faible risque. On voyait un peu un setup en salle d'opération, un patient qui est installé sur la table d'opération, la tête fixée dans une pince, où on fait la localisation avec ce qu'on appelle la neuronavigation, qui est un peu le concept de stéréotaxie, mais sans cadre, et qui nous permet de ensuite faire la résection de la lésion. Donc, je présente un cas brièvement parce que le temps file. Une dame de 75 ans qui avait déjà eu des antécédents de cancer pulmonaire et du côlon, qui s'est présentée avec des problèmes cognitifs, une grosse métastase comme ça. On a été opérer cette métastase-là parce que la lésion était trop grosse pour la radiochirurgie. Puis, on a confirmé que c'était son cancer pulmonaire qui était en cause. Donc, vous voyez, ça, c'est une imagerie post-opératoire où on a une résection complète de la lésion. Maintenant, c'est important d'avoir la pathologie aussi parce qu'avec les immunothérapies, on est capable de faire des évaluations. Ici, vous voyez, PDL1, c'est un marqueur qui est positif pour une réponse potentielle à l'immunothérapie. Par contre, quand on fait une chirurgie maintenant, c'est bien connu que même si les métastases, c'est des tumeurs bien délimitées, il y a des risques de récidive d'environ 50 si on ne fait qu'enlever la tumeur et rien d'autre. Parce que dans le cerveau, on ne va pas prendre de marge. Et il peut rester des petites cellules tumorales qui sont toujours présentes. Donc, il faut faire de la radiothérapie ou une irradiation après une chirurgie. Donc, un autre avantage, si on est capable de traiter d'emblée le patient en radiochirurgie, on n'aura pas besoin de faire de deuxième intervention, tandis que si on fait une chirurgie, il faut faire une irradiation après l'opération. Avant, c'était la radiothérapie de l'encéphale qui était effectuée. Maintenant, un petit peu comme dans le contexte des patients qui n'ont pas d'opération, on s'est rendu compte qu'on veut éviter la radiothérapie de l'encéphale. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, une grosse étude randomisée il y a quelques années à laquelle on avait participé à Sherbrooke. Et puis, ceci a établi que la radiochirurgie sur la cavité après l'opération était aussi bonne que la radiothérapie, mais avec moins d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment rendu le standard de pratique. Puis, vous voyez, pour la même patiente dont je vous ai montré les images, ça, c'est son plan de radiochirurgie. On a traité la cavité après la chirurgie. Puis, cette dame-là a survécu 1 an suivant sa chirurgie avec un bon contrôle. Malheureusement, elle a eu une récidive à distance au cerveau après 1 an, puis elle a décidé de refuser d'autres traitements puis d'aller en soins palliatifs. Mais pendant toute son année, elle a eu une bonne qualité de vie et puis a pu vaquer à ses occupations.
C'est un concept, bon, je vais passer ça. Les métastases, des fois, sont kystiques, donc ça peut arriver qu'on ait besoin de... quand c'est kystique, c'est du liquide, ça répond en général un peu moins bien à la radiation. Donc, sans faire d'opération, on peut combiner une mini-chirurgie où on va aller aspirer le contenu liquidien pour réduire le volume de la métastase kystique, puis ensuite, on va traiter en radiochirurgie. Vous voyez ici le cas d'une dame qui avait en fait 2 métastases kystiques, chez qu'on a trouvé en même temps que ces métastases d'un cancer pulmonaire. Puis, vous voyez en haut les 2 lésions. Donc, j'ai fait une chirurgie, j'ai enlevé la grosse qui était plus à l'arrière et puis j'ai aspiré la plus petite. Et puis ensuite, on est allé au Gamma Knife, on a ciblé les 2 zones. Et c'est une dame qui a eu l'immunothérapie, qui a eu plusieurs traitements. Et on l'a retraitée une deuxième fois au Gamma Knife parce que quelques mois après son premier traitement, elle avait développé une nouvelle métastase. Et puis maintenant, depuis 2 ans, c'est une dame qu'on suit et qui est en rémission et au niveau de son cancer pulmonaire et aussi au niveau de son cerveau. On peut retraiter au Gamma Knife une métastase qu'on a déjà traitée si elle récidive. La difficulté, des fois, c'est de différencier si une métastase est bien une récidive ou si c'est ce qu'on appelle de la radionécrose. Ça peut être difficile à différencier, mais si on est certain que c'est une récidive et qu'on retraite, on a des bons résultats avec un retraitement de radiochirurgie. Vous avez ici un exemple d'une dame avec une métastase unique au cervelet d'un cancer du sein qu'on a traité en mars 2020. Puis vous voyez qu'en octobre 2020, il y avait une régression. En janvier, on voit qu'il y a un petit... ça a l'air de commencer à réaugmenter. Puis là, en avril 2021, on est convaincu, un an plus tard, qu'il y a une récidive. Donc, on l'a retraité. Et puis, au dernier suivi, la métastase avait rapetissé de nouveau. Donc, c'est une option qu'on fait à l'occasion, justement, pour éviter d'avoir à faire une chirurgie ou d'autres types de traitements. Je vais aller rapidement là-dessus. C'est un peu, ça revient à ce que je vous ai mentionné. Le traitement, le suivi des métastases peut être difficile des fois si la lésion se met à grossir après le premier traitement. Parce qu'il y a des changements inflammatoires qui peuvent être vus à l'occasion. À l'occasion, il y a quelque chose qu'on appelle de la radionécrose qui peut se développer et ça peut mimer vraiment une récidive tumorale. Donc, il faut faire attention. Puis, si le patient va bien, ne pas nécessairement se précipiter pour retraiter. Et puis maintenant, en plus, avec l'immunothérapie qui augmente, qui booste le système immunitaire, si vous voulez, ça peut aussi augmenter le risque d'avoir ces réactions-là. Donc, quand c'est asymptomatique ou peu symptomatique, en général, on va observer. Il y a des études spéciales de résonance magnétique ou de TEP scan qui peuvent nous permettre de faire la différence. On peut même aller jusqu'à avoir à faire une biopsie si on veut être certain. Je vous montre un cas ici, c'est un homme avec un cancer du rein. Vous voyez qu'il y a eu de la radiochirurgie. Il y avait plusieurs métastases, mais je vous montre principalement une lésion là, donc, en haut à gauche, là, vous voyez l'évolution à 2 mois. 2 mois plus tard, ça a l'air d'être plus gros, mais ça, c'est une réaction inflammatoire qui est temporaire. Vous voyez qu'à 4 mois, ça a rapetissé. Là, le patient a été mis sous immunothérapie entre-temps. 8 mois plus tard, ça a l'air encore de progresser, de grossir. Mais finalement, vous voyez qu'au fil du temps, sans autre traitement, cette lésion-là va régresser et puis ne jamais réellement récidiver. Donc, quand on mentionne aux patients, justement, ça grossit, mais on n'est pas certain de ce que c'est, on va surveiller. Ça peut être ce genre de réaction-là à laquelle on a affaire. La radionécrose, bon, on le traite principalement avec du décadron quand c'est symptomatique. Et puis, il y a l'Avastin aussi, qui est un anti-angiogénèse qui peut être très efficace pour ça quand c'est résistant à la dexaméthasone. Vous voyez un exemple ici d'une radionécrose qui a été traitée avec de l'Avastin. Donc, juste pour vous montrer comment ça peut être difficile à différencier, vous avez 4 cas ici de patients avec des métastases chez qui on avait fait de la radiochirurgie, qu'on a eu une augmentation tumorale après un certain temps. J'ai tous opéré ces patients-là, donc on a une pathologie pour confirmer ce que c'était. Et puis, vous voyez qu'on a 2 cas de radionécrose et puis 2 cas de réelle récidive tumorale. Et puis, quand on regarde à l'imagerie, c'est vraiment très, très difficile de faire la différence.
Ça aussi, je vais passer, là, je vais parler de mes autres pathologies, mais c'est une dame que j'ai traitée pour la première fois en 2011 pour 3 métastases. On a traité une quatrième en 2012. Et puis, il y en a une des 3 qui nous a donné des problèmes, qui a récidivé de multiples reprises. Finalement, j'ai fait 3 chirurgies chez elle. On a fait 3 gamma knives, mais finalement, au dernier suivi, 10 ans plus tard, tout est maintenant bien contrôlé. Puis, malgré la cavité qui est assez importante dans son cerveau, c'est une dame qui est complètement asymptomatique et qui n'a aucun déficit de tout ça. C'est une dame qui n'a jamais eu de radiothérapie de l'encéphale. Donc, on va passer maintenant rapidement aux méningiomes. Les méningiomes, ce sont les tumeurs primaires intracrâniennes les plus fréquentes. Ce sont des tumeurs bénignes en majorité, de grade 1. Il y en a quelques-uns qui sont plus agressifs, qui peuvent être des grades 2 ou 3. Et ce sont des tumeurs qui sont à l'extérieur du cerveau, qui poussent sur les méninges et puis qui compriment le cerveau. Donc, les symptômes vont varier en fonction de la localisation. On peut en trouver un peu partout dans la tête. Vraiment, partout où il y a des méninges. Donc, dans les options les plus fréquentes, on peut les observer quand elles sont petites, on peut faire une opération ou on peut les irradier. Ce ne sont généralement pas des tumeurs qui répondent aux thérapies comme la chimiothérapie. Donc, comme ce sont des tumeurs bénignes, on n'a pas besoin de se précipiter pour prendre une décision de traitement. On en trouve beaucoup maintenant qui sont asymptomatiques parce que l'imagerie est utilisée. Les gens qui ont des maux de tête passent souvent des scans ou des résonances magnétiques. On trouve souvent des méningiomes qui n'ont rien à voir avec les symptômes du patient. Donc, quand c'est petit et asymptomatique, en général, on va les surveiller, on va répéter l'imagerie après quelques mois. Et puis, on va considérer des interventions si on voit que ça grossit ou si c'est symptomatique. Puis là, bien, en fait, le choix de l'intervention va dépendre de la localisation et des symptômes et du choix du patient. Donc, on fait beaucoup de radiochirurgie, comme je vous ai mentionné. Ce sont les tumeurs bénignes que je traite le plus. Désolé pour ça, il fallait bien que... Donc, la radiochirurgie est utilisée comme traitement primaire quand c'est une petite lésion, une tumeur de la base du crâne qui est difficilement accessible en chirurgie. On peut s'en servir aussi pour des tumeurs qui récidivent après une première chirurgie. Il n'y a aucune étude comparative avec la chirurgie ou la radiothérapie. Ce sont des tumeurs qui sont fréquentes, mais pour lequel c'est quand même difficile de considérer randomiser un patient avec une option de traitement ou non. On donne des doses plus faibles parce que c'est des tumeurs bénignes, en général 12 à 14 degrés, puis ça va varier en fonction du volume et de la localisation. Ce qui est important pour nous, c'est, par exemple, pour les tumeurs de la base du crâne qui peuvent être près des nerfs optiques, on va essayer de garder la dose plus faible aux nerfs optiques sous 8 degrés pour éviter des complications de ce côté-là. Ce sont des tumeurs qui répondent très bien au traitement. On parle de contrôle tumoral chez 90 à 95 % des patients et avec des risques d'effets secondaires très faibles. Quand on regarde, en fait, on considère que c'est aussi efficace qu'une opération. Par contre, la différence avec une opération, vous voyez ici une étude à laquelle j'avais participé quand j'étais à Pittsburgh, la morbidité globale 7,7 %, donc risque d'effets secondaires. Puis c'est variable en fonction de la localisation. Puis pour des tumeurs de bas grade ou des tumeurs qu'on traite même sans avoir de pathologie, les taux de contrôle sont excellents. Quand ce sont des tumeurs plus agressives, grade 2 ou grade 3, bien là, malheureusement, le taux de contrôle est moins bon. Puis c'est souvent des tumeurs qui vont avoir de multiples récidives. Ça, c'est la série européenne multicentrique où ils ont regardé 4500 patients, donc qui confirmaient aussi excellent taux de contrôle à long terme de 93 % pour des tumeurs de grade 1. Donc, vous avez un exemple ici d'un méningiome de l'angle ponto-cérébelleux. Donc, c'est une femme de 46 ans. Ça a été trouvé de façon fortuite pour investiguer des maux de tête. Et on l'a traité. Puis, vous voyez en bas à gauche, on suivait 1 an. La tumeur a légèrement régressé. Puis, vous voyez qu'au fil des années, à 2 ans, à 5 ans, puis finalement à 10 ans, en haut à droite, par rapport au volume
originale, la tumeur a régressé. Donc, la différence avec une chirurgie, c'est qu'évidemment, la tumeur va rester là. Le but du traitement, c'est de la stabiliser ou de la faire rapetisser, mais pas nécessairement de la faire disparaître. Donc, si vous avez une tumeur qui est inactive, qui rapetisse, c'est l'objectif visé. Un autre exemple de tumeur, cette fois-là, un méningiome au niveau de la faux du cerveau qui a aussi régressé à long terme là, après le traitement. Donc, il arrive à l'occasion qu'on a des réactions inflammatoires, des effets secondaires qui peuvent survenir quelques mois après le traitement. Le risque est évalué à 5 à 10 c'est difficile à prédire, mais en général, les patients chez qui c'est plus susceptible d'arriver, c'est des tumeurs qui peuvent être collées sur le sinus sagittal. On pense qu'il y a peut-être un effet au niveau veineux qui cause l'édème. Les tumeurs de plus grand volume, évidemment, lorsqu'on donne des doses plus élevées, on est un petit peu plus à risque. Et puis, moi, dans ma pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que ça arrive plus souvent aux gens chez qui il y a déjà de l'édème sur l'image avant qu'on traite. On dirait qu'il y a déjà une perméabilité des vaisseaux sanguins qui est augmentée, puis le fait de traiter va empirer la situation. Donc, je suis un peu plus prudent avec ces patients-là. On donne des doses un peu plus faibles pour essayer de prévenir ça. Vous voyez un exemple d'une telle réaction. C'est une dame qui avait fait une crise d'épilepsie, une convulsion, chez qui on a trouvé ce méningiome-là, qui ne voulait pas de chirurgie. Elle avait déjà, vous voyez avant le traitement, un petit peu d'édème. Vous voyez l'image en bas à gauche, on voit l'espèce de truc blanc dans le cerveau ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, là, mais ça, c'est de l'édème déjà là. Et puis, vous voyez qu'elle a fait une exacerbation de son édème qui a pris quelques mois à se résoudre. Elle avait fait un peu plus de convulsions pendant ce temps-là. Et puis, on va terminer en parlant de la seconde tumeur bénigne qu'on traite le plus, qui est le schwannome vestibulaire, communément appelé neurinome acoustique. Les schwannomes, ce sont des tumeurs bénignes de la gaine nerveuse. Ce sont des tumeurs qui peuvent se développer en théorie sur n'importe quel nerf. Ils se développent le plus souvent sur les nerfs vestibulaires et donnent des problèmes d'audition. Les nerfs vestibulaires sont situés dans un carrefour, en fait, où il y a 4 nerfs. Il y a le nerf de l'audition, il y a 2 nerfs vestibulaires qui sont les responsables de l'équilibre, puis il y a le nerf facial qui contrôle les muscles du visage. Donc, les symptômes d'un schwannome, c'est souvent une surdité ou un tinnitus ou acouphène, des vertiges, des problèmes d'équilibre, des atteintes de la motricité ou de la sensation au niveau du visage. Et puis, la prise en charge est assez polarisante. Là, les gens ont chacun leur opinion sur ce qui est le mieux. Il y a beaucoup de gens qui sont très pro-chirurgie, d'autres très pro-radiochirurgie. Il y a une grosse différence, évidemment, entre ces deux types d'interventions. Donc, pour la radiochirurgie, les indications, c'est la même chose, des tumeurs qui progressent de moins de 3 cm de dimension à l'extérieur du canal auditif interne, qui se présentent principalement avec une atteinte des nerfs crâniens. On va plutôt considérer une chirurgie si la tumeur est plus volumineuse et puis donne des symptômes en comprimant le tronc cérébral ou cause l'hydrocéphalie. Et puis, bon, comme pour les méningiomes, les doses de radiation n'ont pas besoin d'être très élevées pour contrôler ces tumeurs bénignes-là. On donne en général 12 à 13 Gray. Et puis, on essaie de limiter la dose à la cochlée, qui est l'organe de l'audition, à moins de 4 Gray en moyenne pour essayer de préserver l'audition chez les patients atteints. Les tumeurs qui répondent très bien à la radiochirurgie, la majorité vont régresser, à peu près le 2 tiers va régresser, le tiers va se stabiliser. Et puis, en général, on parle de moins de 5 % d'échecs au traitement. Les tumeurs, c'est des tumeurs qui sont les tissus sont très radiosensibles, donc c'est pas rare que la tumeur va augmenter de volume temporairement sous l'effet du traitement. Lorsqu'on traite un schwannome, dans le fond, la radiation est très élevée, on blesse les tissus et puis, comme n'importe quel tissu blessé, la lésion peut enfler. Donc, si on vous dit qu'au premier, deuxième suivi, la tumeur apparaît un peu plus grosse, c'est souvent une réaction normale. Avant de conclure qu'une tumeur n'a pas répondu au traitement, en général, on va attendre au moins 3 ans puis pour voir une croissance soutenue. Donc, vous voyez ici un exemple là, de telle réaction. Là, une tumeur traitée après, au premier suivi, elle était enflée, elle avait perdu la prise de contraste et puis à long terme, elle a régressé. Ça arrive des fois que la tumeur enfle aussi puis va rester plus grosse, mais
figé comme ça s'il se fait une cicatrisation rapide. Donc, encore une fois, même si la tumeur est plus grosse, c'est pas un échec au traitement parce que la tumeur a été inactivée par la suite. Donc, vous voyez un exemple de patient traité pour un schwannome quand même assez volumineux, qui avec un suivi à long terme où la tumeur a régressé graduellement. Un autre exemple, un homme de 45 ans qui avait eu une audition préservée lorsqu'on a trouvé sa tumeur avec seulement un acouphène. Il était un peu négligent avec ses suivis. Les choses ont progressé. 3 ans plus tard, la tumeur était beaucoup plus grosse. Mais le patient demeurait très peu symptomatique avec seulement des problèmes auditifs. Donc, on l'a traité en radiochirurgie. Puis vous voyez, même chose, comment la tumeur a régressé au fil des années. Les schwannomes, en général, vont régresser beaucoup plus que les méningiomes. C'est le genre de réponse qu'on peut anticiper chez la majorité des patients. On essaie maintenant de plus en plus de préserver l'audition. Un des facteurs les plus importants, c'est on pense que si les gens n'ont pas commencé à perdre l'audition, les chances de la préserver sont meilleures à long terme. Et puis, on essaie vraiment de préserver la dose à la cochlée. Là, vous voyez ici sur l'image l'espèce de structure qui est avec la flèche. C'est ce qu'on voit, c'est la cochlée. Et puis, on est capable de mouler la dose de radiation pour limiter la dose le plus possible. Il n'y a pas d'études directement randomisées, mais il y a des études comparatives qui ont été faites. Ça, c'est une étude de Clinique Mayo en 2006 qui comparait la chirurgie avec la radiochirurgie pour des patients qui étaient éligibles aux 2 modalités. Donc, ce n'étaient pas des patients avec des très grosses tumeurs, mais c'était des patients où on aurait pu soit opérer, soit faire le traitement de radiochirurgie. On laissait le choix aux patients. Et puis, vous voyez qu'en termes de préservation du nerf facial, c'était nettement mieux avec la radiochirurgie, préservation de l'audition également, puis les patients rapportaient une nettement meilleure qualité de vie avec la radiochirurgie qu'avec une chirurgie. Une étude similaire qui est plus récente, qui vient de New York avec des résultats à peu près comparables. Vous avez vu, on peut traiter des grosses tumeurs. Je vais passer rapidement. C'est un petit peu la même chose que ce que je l'ai expliqué tantôt. Même les tumeurs très grosses peuvent bien répondre. Ça, c'est une étude qu'on a faite chez nous à Sherbrooke avec des tumeurs considérées de cause grade 4. Donc, ce sont des tumeurs qui font une pression sur le tronc cérébral. Comme j'ai mentionné, si les patients ont des symptômes en lien avec ça, c'est mieux de les opérer pour réduire la pression. Mais des fois, comme c'est des tumeurs à croissance très lente, la tumeur peut devenir très grosse sans causer de symptômes aux patients. Donc, dans ces conditions-là, on a un excellent contrôle de tumeur à long terme. Vous voyez un exemple ici, une dame avec une très, très grosse tumeur qu'on a traitée et puis qui, au suivi de 10 ans, présente vraiment une régression importante, 1 an, pardon, présente une régression importante de sa tumeur qui se maintient au suivi à 10 ans. Donc, on peut même retraiter un patient qu'on a déjà traité une première fois. Ça, c'est une étude multicentrique à laquelle on a participé qui montre qu'on peut anticiper des résultats semblables à la première intervention lorsqu'on retraite un schwannome vestibulaire pour la 2e fois. Donc, si un patient qu'on a traité une première fois échoue le traitement, bien, les critères qu'on va regarder pour les options pour sa tumeur sont les mêmes que la première fois, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que la tumeur, quelle est la taille de la tumeur, quels sont les symptômes pour choisir si on offre un nouveau traitement au patient ou si on reprend une résection chirurgicale. Donc, les risques sont un peu plus élevés quand c'est un retraitement, évidemment, mais ça demeure tout à fait raisonnable lorsqu'on compare avec une chirurgie. Malheureusement, souvent, ces patients-là, rendus à ce stade-là, ont perdu leur audition parce que, à cause de la croissance de la tumeur, donc la préservation auditive est moins bonne avec un traitement, un 2e traitement. Dernier concept que j'ai abordé avant la fin de ma présentation, c'est quand on traite des tumeurs bénignes avec de la radiation, il y a toujours un risque d'induire un cancer ou une tumeur secondaire. On sait que la radiation, c'est un facteur de risque de développer le cancer. Vu qu'il y a eu de la radiothérapie en bas âge, on sait que les survivants d'Hiroshima avaient développé tous un paquet de tumeurs cérébrales, des méningiomes, des gliomes qui peuvent être radio-induits. Donc,
Pour considérer une tumeur radio-induite, premièrement, ça prend un certain temps. Après le traitement, il faut laisser le temps aux mutations dans la tumeur survenir. Puis il faut que ça soit évidemment dans le champ où on a reçu le traitement de radiation. Si vous avez une tumeur qui se développe dans une zone à distance qui n'a reçu aucune dose de radiation, bien, ça ne peut pas être considéré comme une tumeur radio-induite. On sait que c'est un risque qui est estimé à 1 à 2 pour tous les patients qui ont de la radiothérapie fractionnée. Donc, la radiothérapie qu'on donne pour le cancer a un risque de 1 à 2 d'induire une tumeur secondaire parce que les doses faibles répétées augmentent le risque qu'il y ait des cellules qui survivent avec des mutations anormales et puis qui puissent donner des tumeurs secondaires. Pour la radiochirurgie, comme la dose est très ciblée, on croit que ce risque-là est beaucoup plus faible. Donc, on estime que le risque est de l'ordre de 1 sur 1000 à 1 sur 10 000. Donc, c'est quelque chose que je mentionne en général aux patients plus jeunes que je traite, qui est un risque théorique, mais réellement, ça ne nous a jamais empêché de faire un traitement quand on le jugeait nécessaire médicalement pour un patient. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 2019 là, qui avait effectivement estimé le risque. Vous voyez, 0,00045% à 10 ans, donc très faible. Donc, estimé similaire au risque de développer un cancer dans la population générale. Donc, pour conclure, la radiochirurgie stéréotaxique, c'est une modalité de traitement qui est indispensable maintenant dans la prise en charge des patients atteints de plusieurs types de tumeurs cérébrales, dont les métastases, les méningiomes, les schwannomes et d'autres. Et puis, les décisions de traitement, la prise en charge des patients, c'est important que ça soit fait dans un contexte multidisciplinaire avec toutes les spécialités impliquées pour définir le meilleur traitement pour chaque patient. Merci beaucoup pour votre attention.